Merci à tous ceux qui sont branchés d'être là pour accueillir Bruno Couturier, là, on a attendu peut-être une peau de banane. Hein, donc, dans un de ces cas des printemps de la médecine interne, donc, qui sera organisé vendredi de la semaine prochaine. Donc, vous n'aurez pas la solution cette fois-ci, même si c'est la bonne solution que Bruno nous apporte de ce cas d'IPP, si tu me disais pourquoi tu maigris. Donc, pour rappel, donc, les printemps de la médecine interne, c'est une journée chaque année qui se passe maintenant à l'hôpital Pompidou avec un comité organisateur dont je fais partie, mais donc moi je devrais rester le plus silencieux possible par rapport à la bonne ou la mauvaise solution. Et donc, il y a 8 énigmes et toute une série de quiz. Et une des énigmes, et c'est celle qu'on a choisie aujourd'hui, est celle qu'on appelle le cas des services, c'est-à-dire que les services peuvent envoyer vous pouvez envoyer, parce que la deadline est passée, leur solution avec une question subsidiaire, combien est-ce qu'il y aura de bonnes réponses. Et puis alors, il y a un prix pour le service qui aura trouvé. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir une discussion ici entre nous. Et le cas méritait, je pense, que Bruno Couturier, qui est dans le service de médecine interne à Erasme, donc qui fait partie de mon ancienne équipe, avec qui on a d'autant plus de contacts que maintenant on fait partie du même réseau. Bref, Bruno, c'est à toi. Ok, ben merci beaucoup. Merci de m'inviter. Merci à Elie de m'inviter aussi tout particulièrement. C'est vrai qu'on a déjà participé ensemble à ces réflexions sur les cas du printemps. À la fin, on a déjà proposé des observations. Et puis, Elie avait dû, je pense, en son temps aussi discuter des cas. Donc, on connaît effectivement un petit peu comment ça se passe, mais c'est toujours aussi compliqué parce que, comme vous allez le voir, c'est toujours des cas exceptionnels et exceptionnellement compliqués. Donc, je suis content d'être là, mais un peu anxieux malgré tout aussi. Tu rappelles que j'avais été invité à discuter, mais tu as la gentillesse de dire que je m'étais planté sur le résultat. Hein. Okay. Et je me souviens qu'on y avait travaillé en partie ensemble. C'est vrai. Je pense qu'on peut dire qu'on s'était planté. Mais la présentation était un peu malhonnête. On va voir si ici c'est plus honnête. Donc, je vais d'abord vous présenter le cas. Donc, ce qu'on nous dit d'abord, c'est qu'il s'agit donc de Monsieur P, qui est un homme de 62 ans, qui a en fait, qui présente une perte de poids considérable, de l'ordre de 30 kilos sur les 6 derniers mois écoulés, qui présente par ailleurs donc une faiblesse musculaire. Et évidemment, je reviendrai sur les caractéristiques de cette faiblesse musculaire et des troubles de la mémoire. Du point de vue de son mode de vie, donc il est d'origine chypriote, il est marié, il a 3 enfants, il ne rapporte pas d'intoxication éthylotabagique et il a la particularité d'être un ex-lanceur de poids, semble-t-il, professionnel. Que voilà. Dia suivante. Au niveau de ses antécédents, je n'en ferai pas grand cas parce que je pense que ça ne nous aidera pas à résoudre l'énigme, même si bien sûr les antécédents sont toujours fondamentaux. Mais donc ici, un cancer de prostate traité par prostatectomie en 2008, donc il y a déjà un certain temps, une fibrillation auriculaire traitée par radiofréquence, un rétrécissement aortique, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie et une thalassémie mineure. Et puis, ça c'est peut-être plus intéressant pour la discussion du cas. On évoque un diagnostic récemment posé avec une lymphocytose à 5000 éléments par millimètre cube et l'identification d'une population donc monoclonale à l'immunophénotypage et qui est donc une leucémie lymphoïde chronique. On ne nous en dit pas plus sur ce sujet, mais je pense que c'est quand même un point important à mentionner. Du point de vue de son traitement chronique, je pense là non plus, on n'en fera pas grand-chose. Des médicaments classiques
sur le plan cardiovasculaire de l'apixaban, du bisoprolol, losartan et hydrochlorothiazide, cétérizine, atorvastatine et oméprazole. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant pour rentrer véritablement dans le vif du sujet? Et je vais séparer l'affection en un volet plutôt digestif. Donc, on nous parle effectivement d'une perte de poids de 30 kg. Il est passé de 108 à 76 kg, donc une perte de poids vraiment très conséquente. Et cette perte de poids, et ça c'est très important, a été précédée en fait d'une diarrhée décrite comme non sanglante qui a duré en tout cas pendant 3 semaines. Il a bénéficié d'une mise au point très conséquente avec une OGD, une colonoscopie, des coprocultures, un CT abdominopelvien et des tests thyroïdiens qui n'ont pas permis d'expliquer effectivement ni cette diarrhée ni la perte de poids. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne nous dit pas si la perte de poids, je dirais, continue, mais en tout cas, la diarrhée s'est amendée de façon tout à fait spontanée et sans récidive à l'heure où on nous parle. Alors, en ce qui concerne maintenant le volet neurologique, donc, monsieur rapporte effectivement une faiblesse musculaire qui l'empêche de faire ses activités quotidiennes. Lui qui était encore très sportif il y a 6 mois, on précise qu'il faisait du rameur, du vélo, et en fait il est limité à la marche et en particulier il éprouve des difficultés à monter les escaliers. Je reviendrai effectivement sur ce point aussi. Et puis, il va rapporter des dysesthésies en particulier au niveau des cuisses, et il décrit un prurite intense, et il dirait lui-même, si je comprends bien, qu'il a des fasciculations. Mais on précise qu'il n'y a pas de trouble de la déglutition. En ce qui concerne la seconde partie de ce volet neurologique, qui est très importante pour ma discussion à moi en tout cas, le patient évoque des troubles mnésiques, d'apparition ou d'aggravation plutôt progressive qui l'inquiète. Il s'est notamment perdu en rentrant chez lui. Et puis son épouse nous dit qu'il a des épisodes de confusion qui sont de plus en plus fréquents. Lors de l'examen clinique, on identifie, semble-t-il, quelques fasciculations au niveau des bras et des jambes, et je ne le mets pas en rouge parce que j'ai des doutes sur l'existence réelle de fasciculation, mais ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Mais ce qui me semble fondamental dans l'examen clinique, c'est qu'on parle d'une rigidité musculaire qu'on décrit comme importante et que cette rigidité, elle est en particulier axiale. Et ça, pour moi, c'est un point très, très important. Il n'y a pas de déficit moteur ou sensitif rapporté à l'examen clinique, il n'y a pas d'anomalie des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux, quoique peu vifs, sont malgré tout évoqués aux 4 membres. Il bénéficie d'un premier bilan, je dirais, paraclinique, et ce qu'on peut dire, c'est que dans la biologie, les facteurs antinucléaires et ceux y compris le dot-myosite sont négatifs, la CRP est normale, les CPK sont normales, l'électrophorèse est normale, hormis une hypoalbuminémie qu'on peut probablement attribuer à la dénutrition, à la perte de poids importante, et on met à nouveau en évidence cette population monoclonale suggestive de leucémie lymphoïde chronique. Il bénéficie d'une ponction lombaire et d'une analyse du liquide céphalorachidien qui est assez peu remarquable, donc seulement 4 globules blancs, 1 globule rouge, une protéinorachie très discrètement augmentée, une glycorachie normale. On mentionne tout de même une synthèse intratécale d'immunoglobulines et on retrouve les lymphocytes B monoclonaux exactement similaires à ce qu'on peut retrouver dans le sang. Et puis, on lui fera toute une série d'examens. Donc, c'est d'abord 2 électromyographies qui ne mettent pas en évidence ni de syndrome neurogène ni de syndrome myogène. L'IRM cérébral qu'on dit réalisé en ville, comme disent les Français, de façon un peu dédaigneuse quand ils travaillent dans les centres de référence, est interprété comme normal. Le PET scan est également normal et l'électroencéphalogramme n'évoque pas d'éléments en faveur d'une comitialité, d'une épilepsie.
on initie un traitement antidépresseur. C'est clair qu'il a probablement des raisons d'être déprimé, mais ce n'est sans doute pas ça qui va le sauver. Et puis, on réalise un mystérieux prélèvement biologique qui, visiblement, a permis de poser le diagnostic. Donc, la première chose, c'est que c'est déjà étonnant sur le plan de la réflexion médicale de se dire qu'on arrive au terme d'un bilan où on a fait pratiquement tous les examens disponibles et qu'en réalité, c'est seulement un prélèvement biologique facilement réalisable qui nous apporte la clé de ce diagnostic. Et j'y reviendrai effectivement dans le raisonnement médical, je dirais, en tant que tel. OK, mais donc c'est bien ce que tu dis là. Donc, ça veut dire qu'en principe, on a tous les éléments, je dirais, cliniques, où on ajoute toute une série d'éléments négatifs qui écartent probablement raisonnablement une série de diagnostics. Et donc, c'est suite à ça qu'on réfléchit intensément et on devrait trouver la solution. Voilà. Et vous verrez qu'effectivement, je vais très peu mentionner les examens paracliniques qui ont été réalisés. Alors, ceci dit, rétrospectivement, avec l'hypothèse que j'avance, je pense qu'on les aurait faits de toute façon. C'était légitime de les faire, mais effectivement, on va dire que l'hypothèse diagnostique, pour moi, doit déjà être générée avant même d'avoir réalisé ces examens-là. Ouais, donc là, j'étais en train d'hésiter en me disant, bon, est-ce que je donne déjà la parole pour voir si quelqu'un a une idée ou bien... Si tu veux, on attend un peu plus longtemps parce que oui. je voulais je voulais que vous interveniez, mais un tout petit peu plus tard. D'accord, OK. Et donc, et à nouveau, Eline ne serait pas content, mais donc, moi qui, quand même, pratique le raisonnement médical dans ma vie de tous les jours, comme vous, et qui suis censé également l'apprendre à d'autres, eh bien, je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose sur la littérature concernant le raisonnement médical. Et donc, en fait, c'est la première chose que j'ai dû faire, c'est d'aller voir effectivement comment est-ce qu'on considère le raisonnement médical à l'heure qui est la nôtre. Et donc, je vous ai repris effectivement un papier tout récent, donc de 2021, sur le diagnostic et le raisonnement diagnostique en 2021 en médecine interne. Et donc, c'est sans doute des lapalissades pour certains, mais je vais quand même repartir depuis le début et essayer d'articuler en fait ma réflexion autour de ces principes généraux du raisonnement médical. La première étape, il faut juste que tu me suives un tout petit peu. Juste la première étape est celle en fait de ce que les anglo-saxons appellent data acquisition, qui concerne en fait la collecte des données. Cette collecte des données, elle est évidemment fondamentale. C'est l'anamnèse que vous allez pouvoir faire au lit du malade. C'est effectivement de poser des questions qui vont orienter d'autres réflexions, qui vont orienter déjà effectivement votre réflexion. Et puis, ça comprend évidemment les informations que vous allez pouvoir tirer de l'examen physique. Et en fait, cette acquisition d'éléments cliniques vont en fait générer déjà ce qu'on pourrait appeler un script morbide ou déjà des hypothèses diagnostiques. Et ces hypothèses diagnostiques, on va les générer en fait en priorisant certains éléments cliniques et physiques par rapport à d'autres, en laissant de côté et en ne sélectionnant finalement que les éléments qui nous semblent fondamentaux. Mais plutôt que de partir d'un signe ou d'un symptôme, on va essayer de considérer l'ensemble des signes, des symptômes et des éléments qu'on a pu récolter pour générer d'emblée une hypothèse diagnostique. Et vous allez voir que la genèse de cette hypothèse diagnostique, elle est en fait chez beaucoup d'entre nous déjà assez immédiate. Elle commence déjà lorsqu'en fait vous récoltez les données. Vous êtes en permanence en train de tester déjà des hypothèses ou de tester une hypothèse lorsque vous orientez la conversation avec le patient. Et puis l'étape d'après, c'est l'étape du testing et où vous allez en fait simplement tester votre ou vos hypothèses, éventuellement avec des éléments paracliniques, mais éventuellement aussi avec des éléments de la bibliographie. Vous allez retourner potentiellement dans les bouquins pour voir
si finalement ce que vous pensiez au départ était plausible ou non. Et donc, on peut passer à la suivante. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on pense du raisonnement clinique, moi qui suis un peu paresseux, c'est que, en fait, il y a deux grandes démarches. Il y a une démarche qui est intuitive et il y a une démarche qui est analytique. Les médecins qui sont, on va dire, les plus expérimentés utilisent principalement la démarche intuitive. Cette démarche intuitive, elle est dite inductive, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez d'éléments ponctuels, par exemple votre expérience d'un cas similaire, et en fait, vous généralisez, vous utilisez ce que vous connaissez. C'est un processus qui, comme ils le disent, est unaware. Vous ne savez pas, vous n'avez même pas conscience que vous êtes en train de faire ça et déjà vous générez des hypothèses. C'est une démarche qui va très vite et c'est une démarche qui ne nécessite pratiquement aucune ressource. Vous puisez en fait dans vos ressources à vous. La démarche analytique, au contraire, est dite hypothético-déductive. C'est celle que va faire, par exemple, un étudiant en médecine, puisque à la fois son bagage est assez faible, ses connaissances pas encore complètement étendues. On va partir de signes ou de symptômes. Et en fait, on va utiliser beaucoup de ressources, c'est-à-dire qu'on va retourner dans les bouquins, on parle de dyspnée par exemple, et on va utiliser des arbres diagnostiques pour arriver au bout de notre diagnostic sans considérer les choses comme finalement un ensemble. Je précise juste que la démarche effectivement intuitive n'a rien à voir avec, et on peut juste cliquer, ce que les anglo-saxons appelleraient de gut feeling. Ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas un réflexe spinal, ça n'est pas quelque chose qui vient de vos tripes, c'est quelque chose qui vient au contraire de toute l'expérience que vous avez pu accumuler, mais c'est quelque chose qui se passe extrêmement rapidement. Oui, écoute, oui, c'est très bien. C'est une autre façon de le représenter, comme nous avons déjà eu l'occasion de le présenter en discutant du raisonnement clinique et de la supervision du raisonnement clinique, où effectivement, il y a une partie analytique que tu as bien décrit, puis finalement une partie non analytique. Et ce qu'on retrouve dans cette littérature-là aussi, c'est que ce n'est pas deux éléments qui sont absolument séparés. Et en fait, il y a un va-et-vient entre l'analytique et le non-analytique. Et alors, je l'avais signalé il y a quelques semaines aussi. Il y avait, malheureusement, il y a plus, ça a eu pendant un petit temps, mais il y a déjà quelques années, dans New England, une rubrique qui était un cas où il y avait deux colonnes. Il y avait d'une part un jeune PG sans beaucoup d'expérience, et on voyait quel était son cheminement, et en fait, qui était un cheminement analytique, mais plus long, avec des courbes qui devenaient rentrantes, mais éventuellement inutiles. Et à côté de ça, le spécialise la question qu'elle est plus directement to the point, quoi. Et c'est assez intéressant du point de vue formation de voir les deux types de raisonnement qui se trouvaient en parallèle. Ouais. OK. Et donc, juste pour avancer là-dedans, donc, ce que je trouve finalement assez fantastique dans cette manière intuitive de raisonner, c'est que, en fait, ce sont les biais cognitifs qui sont à la base de la genèse de ces hypothèses que vous pouvez faire. Mais ceci dit, ces biais cognitifs en médecine, ils sont maintenant bien identifiés. Et donc, une fois que vous générez votre hypothèse, vous devez aussi être capable de repérer les biais qui vous ont amené en fait à générer cette hypothèse pour justement ne pas vous accrocher de façon indue à une hypothèse et finalement à ne pas considérer les autres hypothèses. Et donc, voici quels sont tous les biais qu'on reconnaît maintenant, sur lesquels je ne vais peut-être pas revenir en détail, mais que j'avais quand même pris le cas clinique d'une jeune femme de 23 ans pour pouvoir vous les expliquer. Mais c'est simplement pour vous dire que lorsqu'on génère cette hypothèse, aussi intuitive soit-elle, est probablement fondée, on la génère à partir de biais cognitifs et on doit être capable nous-mêmes, effectivement, et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, de faire le travail d'aller-retour entre les biais qu'on a générés et ne pas s'accrocher à notre hypothèse. Alors,
dans justement l'acquisition de ces datas, qui est la première étape, voici quels sont les éléments que moi j'ai retenus. Le problème, c'est que je n'ai pas pu faire l'anamnèse moi-même et vous allez voir que je questionne un tout petit peu la pertinence de l'anamnèse qui a été faite à certains moments, mais bon. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un point important, c'est qu'il y a eu une diarrhée avec une perte de poids très conséquente sur 6 mois. Arrêt spontané des diarrhées, j'en ai déjà parlé au terme des 3 semaines. Une faiblesse musculaire importante et je retiendrai surtout la rigidité axiale et puis des fasciculations, des pertes de mémoire et une confusion et un tableau évolutif. Ça, c'est très important. Et puis, je mentionnerai quand même le diagnostic récent de LLC puisqu'on sait que la leucémie lymphoïde chronique peut être associée à toute une série de syndromes paranéoplasiques. Et donc, je pense qu'il faut en tenir compte. Ce qui me gêne beaucoup ici, c'est que je ne connais pas le délai ou le moment où est apparue la symptomatologie neurologique. Tout ce que je sais finalement, c'est qu'il a perdu du poids sur 6 mois. Donc cette histoire, effectivement, n'excède pas 6 mois, mais je ne sais pas depuis combien de temps il a des troubles neurologiques. Le texte n'en fait pas mention. Je sais juste que ça n'a pas l'air d'être présent au début et que ça apparaît entre-temps. Et donc, si vous le voulez bien, je vais considérer effectivement que cette symptomatologie neurologique évolutive, et c'est ça qui est important, est apparue au maximum sur l'espace de quelques mois et peut-être plutôt de quelques semaines. Et donc, c'est là où je voulais vous demander peut-être de participer. Je voulais voir quelle était votre approche intuitive, c'est-à-dire de savoir. Et si vous avez déjà beaucoup réfléchi au problème, ce n'est plus les premières hypothèses que vous avez générées initialement. Moi, j'ai essayé de faire le travail de me dire, à la lecture du cas, quelles ont été en fait les premières hypothèses que j'ai pu générer, intelligentes, aussi intelligentes ou idiotes soient-elles, et donc d'avoir effectivement cette hypothèse. Et donc peut-être, Élie, oui. Toi-même, tu as probablement eu des idées. Pardon? Oui, Eric, on lui donne la parole. Eric Stoupel avait si quelqu'un a déjà une hypothèse très élaborée, qui ne la donne peut-être pas tout de suite. Eric, tu peux prendre ton micro, t'écoutes. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Donc moi j'ai été frappé parce que c'était dans les premières phrases du texte qui nous a été livré par l'existence d'une sténose aortique dont on dit qu'elle est peu sévère, par une hypertrophie ventriculaire gauche, par l'existence d'une fibrillation auriculaire, encore que la fibrillation auriculaire à 80 ans, c'est assez fréquent, évidemment, par les troubles neurologiques sous la forme de dysesthésie aux membres inférieurs et également par l'amaigrissement, évidemment, auquel on ne peut pas échapper, toute une série de symptômes que l'on, intuitivement, ça m'est venu tout de suite à l'esprit, toute une série de symptômes que l'on voit chez les patients qui souffrent d'une amyloïdose. Donc voilà. Je dois avouer que c'était l'hypothèse que j'ai retenue intuitivement sur la base de ces quelques éléments dont un certain nombre sont d'ordre cardiologique parce que les cardiologues voient relativement beaucoup, enfin pas énormément, mais quand même, de sténose aortique et qu'un certain nombre de patients qui ont une sténose aortique développent une amyloïdose ou l'amyloïdose est associée à la sténose aortique. Souvent des sténoses aortiques étiquetées comme modérées parce qu'elles sont associées à un faible flux et un faible gradient qui fait que la sévérité de la sténose aortique est sous-estimée par méconnaissance des mécanismes précis de ce qu'on appelle des low flow, low gradient sténose aortique. Okay. Donc voilà, enfin pour ne pas être... Non, mais écoute, c'est intéressant. Donc maintenant, si on reste sur le modèle du raisonnement clinique, on peut dire qu'il y a éventuellement là peut-être un biais qui est en fait qu'on peut appeler aussi une heuristique d'empreinte, à savoir qu'on... Et ça, c'est un des biais du non-analytique ou de l'intuitif, c'est qu'on reste imprégné
de cas qu'on a déjà vécus, mais peut-être trop fortement imprégnés par rapport et en laissant de côté une série de points. Autrement dit, je dois insister sur la rigidité axiale là, dont il va nous parler. Alors, c'est vrai que c'est assez cohérent ta suggestion, mais il y a quelques éléments qui, à mon sens, ne rentreraient pas bien. Alors, la diarrhée, tu peux imaginer qu'il y a une atteinte digestive et la diarrhée pourrait rentrer dans le cadre d'une amyloïdose. Les troubles cognitifs aussi, finalement. L'aspect de rigidité axiale, je la vois moins bien, mais enfin bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, un des points qui est contre cette hypothèse, tu as vu que j'avais envoyé le programme de mars-avril, et au mois d'avril, il y a déjà un truc cardio, on a invité Bondu, etc. Et donc mettre deux trucs un peu du même style. Oui, d'accord. Enfin, ça, c'est vraiment non analytique, ça. Oui, mais tu sais, quand on avait des questions à choix multiples, dans nos jeunes années, de temps en temps, on utilisait des subterfuges de ce type-là pour écarter des propositions. OK. Autre proposition? En tout cas, moi, je m'étais dit aussi à un moment parce donné… que moi, je n'y avais pas du tout pensé, ni de façon intuitive, ni de façon analytique. Donc, au moins, ça enrichit le débat. Oui, d'autant plus si c'est ça la solution, c'est embêtant. Ça, c'est plus embêtant pour moi. Ouais. Alors, l'autre point, bon, par rapport à l'intuition dans le début du truc, comme ça commence par quand même des fortes diarrhées, on peut se demander s'il ne s'est pas déplété de quelque chose à l'occasion de ces diarrhées, donc il y aurait, essayerait bien avec l'absence de syndrome inflammatoire, qu'il n'y a pas quelque chose de vitaminique là-dedans, une carence en PP par exemple, ou de carence. C'est marrant que tu dis ça, je jure qu'on ne s'est pas concerté, mais tu vas voir par la suite. Alors, non seulement ce n'est pas concerté, mais je ne peux pas le faire, puisque moi je connais la solution et je ne peux pas la donner évidemment, puisque j'ai participé à la sélection des cas. Ok, tu vas discuter de cet aspect-là? Oui. Ok, parfait. Ok, d'accord. Bien. On peut. On avance alors. Ouais, on avance. Sinon, je vais être trop long. Et donc, suivant. Et donc, voilà. Remettez le précédent. Mais donc, en fait, le biais cognitif que moi j'ai commis, c'était effectivement, et c'est un biais qui n'existe qu'au printemps de la médecine, parce qu'en fait, vous commencez par lire le titre et à ce moment-là, vous générez toute une série d'hypothèses très farfelues. Mais donc, d'IPP a généré chez moi l'hypothèse d'un déficit en vitamine PP. Voilà. Donc, j'ai oublié de rappeler, c'est au début dans l'introduction, c'est qu'un des éléments donc, de ces cas des printemps, c'est que dans le titre doit… il doit y avoir quelque chose qui se passe entre le titre et la solution. Et donc… c'est vrai que je t'interromps, on sera peut-être en retard, mais donc pour le cas où je m'étais planté, donc le titre c'était bien, et donc j'avais imaginé tout un truc, et donc j'avais retrouvé dans un film culte français où à un moment donné on dit bien, et alors on parlait de syphilis, etc. Et en fait, le bien, en fait c'était une maladie génétique avec une mutation de NLRP3. Et c'était un syndrome de Wells, et donc NLRP3, donc 3, et donc il y avait Wells, c'était bien. Donc le truc était… donc parfois les titres sont assez tordus. Ils peuvent être misleading aussi. Hein. Et ça ne doit pas être trop simple non plus. Donc le titre ne peut pas donner une indication trop évidente, quoi. Ouais. OK. Oui, tu peux avancer. Voilà, donc j'ai pensé à la maladie de Whipple. Bon, clairement, parce que quand on est au printemps de la médecine, on se doit d'évoquer la maladie de Whipple. Ça fait partie des choses qui sont entendues. Mais évidemment, si j'y pensais, c'était plutôt par l'atteinte à la fois digestive et neurologique qu'on peut voir effectivement dans cette pathologie-là. Alors là, j'évoque le syndrome de la personne raide. Hein, on disait le Stiff-Man syndrome, et non, on doit dire la personne raide. Et je reviendrai effectivement là-dessus, mais effectivement, là, je me base principalement sur une idée qui vient de cette rigidité axiale
J'ai un collègue qui a diagnostiqué un syndrome de la personne raide chez un patient. Moi, je n'en ai jamais vu, mais voilà probablement comment ça survient chez moi. D'autant plus que là, on aurait un test qui permettrait de le diagnostiquer. Exact. Maladie de Creutzfeldt-Jakob, j'y pense principalement parce que c'est quelqu'un qui a des troubles neurologiques évolutifs, relativement rapidement évolutifs. Quand on est en neurologie, même si je ne suis pas neurologue, les démences évoluent sur généralement des mois et voire plutôt des années, alors que la maladie de Creutzfeldt-Jakob est une démence qui est rapidement progressive et donc on doit y penser dans les tableaux de démence rapidement progressive, ce que je pense le patient a certains éléments le faisant évoquer. Et enfin, je pense également à l'encéphalite auto-immune et vous verrez, j'y reviendrai. Alors, une autre façon d'aboutir, ou plutôt de raisonner sur le plan médical, je l'ai trouvé dans un autre papier qui, en fait, a le mérite de mettre ensemble cette démarche intuitive et cette démarche analytique. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'eux appellent pivot and cluster. Donc, ils choisissent en fait une maladie, et c'est plus qu'un signe ou qu'un symptôme, ils choisissent une maladie pivot, et sur cette maladie pivot, ils vont en fait construire un cercle, un cluster, dans lequel vont se retrouver des maladies qui partagent certaines caractéristiques. Et en fait, plutôt que d'avoir une démarche soit purement intuitive, soit purement analytique, la genèse, je dirais, du pivot, c'est vraiment votre démarche intuitive. Et la construction du cluster, des maladies possibles qui seraient associées, en fait, elle vient plutôt des ressources que vous allez utiliser. Ou alors vous êtes très très fort, ou vous avez rencontré 25 fois cette situation et les diagnostics différentiels vous viennent très rapidement. Mais sinon, vous faites appel alors à la littérature. En ce qui me concerne, mon pivot, ça va être l'encéphalite auto-immune. Et pourquoi est-ce que je pense à ça? Eh bien, c'est parce que le patient présente des troubles neurologiques d'évolution subaiguë. C'est maximum quelques mois. Et on nous dit qu'ils sont évolutifs. Il y a typiquement une atteinte de la mémoire, une mémoire antérograde, une mémoire de travail, working memory, puisque c'est quelqu'un qui nous dit en fait ne plus être capable de rentrer chez lui. Donc il a des difficultés à faire appel à cette mémoire de travail qui est un processus complexe mais qui fait appel effectivement à notre mémoire antérograde. Il présente une confusion. Hein. Sa femme nous dit qu'il est de plus en plus ou qu'il a des épisodes de confusion de plus en plus fréquentes. Et effectivement, et ce qui me semble fondamental, c'est qu'on dit bien à chaque fois que les troubles neurologiques sont évolutifs. C'est de plus en plus fréquent. Et donc, voilà, ça je vous l'ai mis, effectivement, c'est ce qu'on nous dit dans le texte. Et donc, pourquoi est-ce que je pense à cette encéphalite auto-immune? Eh bien, je suis retourné effectivement sur les premières descriptions des encéphalites auto-immunes. Les premières descriptions sont en fait celles des encéphalites paranéoplasiques. On en parle pour la première fois en 1960, où on fait la description de 3 patients qui ont une encéphalite d'évolution subaiguë, c'est ça qui est fondamental pour moi, et qui concerne les aires limbiques. Et puis, pour la première fois, c'est le titre du papier que je vous ai mis là, on va relier ces troubles mnésiques antérogrades chez des patients et éventuellement de la confusion à des cancers pulmonaires à petites cellules. Et puis, seulement 20 ans plus tard, on découvrira la présence d'anticorps anti-onconeuronaux, c'est comme ça qu'on parle maintenant, et en particulier, là, ce sont des anti-HU. Et donc, quand on parle d'encéphalite limbique, ça concerne effectivement ce système limbique que je vous ai représenté ici, qui est une série de structures, l'hippocampe, mais aussi effectivement des parties, bien évidemment, du lobe temporal. Et pour vous illustrer ces encéphalites anti-HU, c'est vraiment les plus fréquentes. Vous avez ici l'histoire d'un homme de 68 ans, et vous voyez typiquement sur l'IRM qu'on voit là en A, un hypersignal en fait caractéristique flair T2,
au niveau vraiment de son lobe temporal. Vous voyez sur le PET scan de l'image B l'hypermétabolisme qu'on peut voir exactement dans la même région. Et en fait, c'est un patient qui présente effectivement des troubles de la mémoire et une confusion croissante. Et vous voyez sur l'image E le PET scan du corps entier qui a été réalisé et qui nous montre effectivement une tumeur thoracique. Et c'est un cancer pulmonaire, effectivement, à petites cellules. On dit que le patient va d'abord s'améliorer en fait, sur le plan neurologique lorsqu'on traite son cancer et il va rester pendant 2 ans et demi asymptomatique. Et puis après, en fait, il va se redégrader. Il faut juste remettre celle d'avant. Il se redégrade. Et là, vous voyez, c'est l'image C et D. En fait, 2 ans et demi après, on met en évidence cette fois des anomalies de séquence au niveau en fait exactement de l'autre côté. Donc, et puis le patient va progressivement se dégrader. Le pronostic est mauvais, il va finir par décéder, mais pas de son cancer à petites cellules. En fait, il va décéder sur le plan d'un enfoncement neurologique progressif. Et puis, dia suivante, une révolution dans le domaine de l'encéphalite auto-immune, c'est les travaux du professeur Joseph Dalmau, qui vont me suivre pour tout le reste de la présentation, parce que lui et son équipe découvrent en fait pour la première fois, et c'est tout récent, vous voyez, enfin tout récent, c'est assez récent, en 2007, les premiers cas de ce qu'on appellera les encéphalites anti-NMDA récepteurs. Et là, pour le coup, j'en ai vraiment vécu un de cas similaires. J'étais en 2e année de PG, donc ça devait être aux alentours de 2008-2009, donc on ne connaissait pas encore cette entité. Enfin, en tout cas, moi, je ne la connaissais pas et on la connaissait assez peu. Et on a eu effectivement une jeune patiente qui présentait principalement des troubles neurologiques, mais en particulier d'allure psychiatrique, et puis qui s'est progressivement effectivement enfoncée dans un coma. On l'a transférée. À l'époque, j'étais à XL, on l'a transféré à Erasme, et puis le diagnostic a été posé là-bas. Ce sont des encéphalites qui sont parfois, mais finalement que dans l'ordre de 40% des cas, associés à des tératomes de l'ovaire, et ce sont véritablement des affections qui deviennent maintenant relativement fréquentes, on va dire, dans un domaine de niche. Et donc, ce qui est fondamental, en fait, c'est que cette découverte, elle a permis de mettre en évidence des anticorps qui sont dirigés contre des protéines de la surface membranaire et souvent des canaux du neurone. Alors que les anticorps antineuronaux dont je vous parlais avant, ce sont des anticorps qui sont dirigés contre des cibles intracellulaires. Et il n'y a jamais, en fait, de contact entre l'anticorps et sa cible intracellulaire. En fait, le mécanisme, il est médié par des lymphocytes T cytotoxiques. Et donc, en fait, la découverte de ces anticorps anti-NMDA a permis d'en découvrir plein d'autres et surtout a permis de comprendre qu'en fait, comme ils ne détruisaient pas le neurone, on avait potentiellement un impact avec les traitements qu'on allait pouvoir lancer. Et donc, je vous décris cette encéphalite anti-NMDA récepteur parce qu'en fait, elle est devenue assez fréquente. Ce serait tellement fréquent que ça représenterait 1% des admissions en soins intensifs. Et que c'est la première cause chez les jeunes, ou la deuxième cause, pardon, d'encéphalite chez des jeunes patients après l'encéphalite herpétique. Donc, c'est vraiment un tableau qu'il faut, je dirais, connaître et qui est tellement caractéristique que ce n'est pas trop compliqué. Il y a toujours quasiment une phase de prodrome, avec des céphalées, avec de la fièvre, éventuellement des nausées, et tiens, éventuellement des diarrhées. Cette phase est assez courte, elle va durer 1 semaine, généralement quelques jours à 1 semaine, avant d'aboutir à une deuxième phase, qui est une phase avec des troubles neurologiques, mais plutôt sur le versant psychiatrique. Donc, c'est des gens qui vont avoir de véritables délires maniaques, de délires, par exemple, d'hyper-religiosité. Ils vont inverser le rythme de sommeil, présenter des périodes d'excitation très importantes, et puis après, des périodes où ils vont être complètement amorphes. Et puis, apparaissent aussi des atteintes de la mémoire à court terme, d'où le lien effectivement avec l'encéphalite limbique. Et puis, ce qui est très important, c'est la phase de désintégration, comme ils disent, du langage. Cette phase de désintégration du langage, en fait, c'est des gens qui vont, ou plutôt c'est souvent des femmes, présenter une raréfaction progressive du langage jusqu'à aboutir à un mutisme complet.
Et c'est à ce moment-là, généralement, que commencent à apparaître des mouvements anormaux assez caractéristiques des dyskinésies qu'on dit orofacio-linguales, des dyskinésies particulières. Et c'est à ce moment-là qu'elles s'enfoncent dans le coma progressivement et qu'elles finissent par mourir, à moins que, et c'est là que vous voyez l'autre partie de la courbe, juste la dia d'avant, à moins que on entame des traitements. Et c'est justement ça la révolution, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a des traitements qui sont efficaces et qui permettent une récupération ad integrum, moyennant des mois généralement de revalidation. Donc plus vous faites le diagnostic rapidement, plus vous arrivez à les traiter rapidement, à éviter cette espèce de phase interminable pour arriver éventuellement à les faire récupérer. Et donc ce qui est fondamental dans ces encéphalites auto-immunes, c'est qu'on a deux grands mécanismes. On a d'une part, et vous le voyez sur la partie gauche, des anticorps anti-onconeuronaux qui, dans la grande majorité, sont dirigés contre des cibles intracellulaires. Et les anticorps ne sont pas pathogènes en eux-mêmes, c'est plutôt une sorte de bystander. Et c'est en fait des lymphocytes T cytotoxiques qui reconnaissent probablement de façon anormale des peptides neuronaux qui sont également exprimés sur la tumeur et ils vont effectivement détruire les neurones. Et vous voyez que quand on fait des cultures de neurones, et vous le voyez sur l'image, je ne vois pas d'aussi loin, F, et ben en fait, là vous voyez le noyau qui est représenté en bleu. Ben en fait, si vous mettez effectivement, vous essayez de reconnaître les anticorps, vous ne les trouverez pas parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont dans le sérum, mais ils ne seront pas effectivement dirigés sur les neurones parce qu'ils ne peuvent pas se fixer dessus. Ce pronostic-là, il est souvent très mauvais, hein, comme le patient que je vous ai montré avec son encéphalite anti-HU. Et à l'inverse, tous ceux qui sont des anticorps dirigés vraiment contre la surface du neurone ou contre la synapse, en réalité, ils interfèrent avec généralement la propagation du potentiel d'action. Ils ne vont pas tuer directement le neurone. Et donc, si vous venez avec des thérapies qui diminuent effectivement ces anticorps, eh bien, potentiellement, vous pouvez guérir le patient. Voilà tous les anticorps qu'on connaît maintenant associés à la fois aux encéphalites paranéoplasiques et puis aux anticorps dirigés contre la surface neuronale. Ce n'est pas parce qu'ils sont dirigés contre la surface neuronale qu'ils ne peuvent pas être associés à des cancers. Il y en a plein qui sont associés à des cancers, mais ça veut dire que la réponse à l'immunothérapie est bien meilleure potentiellement et que en fait, l'association avec des cancers est quand même moins fréquente. Voilà, et donc là, vous avez des descriptions cliniques de tout ce que vous pouvez trouver, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'aussi les tableaux cliniques peuvent être très différents. Donc, c'est parfois une encéphalite limbique typique, mais c'est parfois un tableau neurologique beaucoup plus complexe. Donc, le fait que, je vais dire, tous les symptômes que présente mon patient ne sont pas encore expliqués à l'heure actuelle, je ne peux pas jurer que finalement, il ne se trouve quand même pas dans l'explication si je découvrais un anticorps spécifique. On peut avancer. Et donc, en fait, Joseph Dalmau, ce qu'il a fait aussi d'important, c'est de reconnaître que le fait d'attendre la détection de ces anticorps est souvent trop longue. Parfois, elle ne se fait pas dans le laboratoire où vous travaillez. Et puis, parfois, il n'y en a tout simplement pas parce qu'on ne les a pas encore découverts. Et donc, en fait, il essaye de développer une attitude très pratique pour diagnostiquer une encéphalite auto-immune. D'une part, il faut avoir des troubles neurologiques principalement caractérisés par des déficits de la mémoire, une confusion ou des troubles psychiatriques d'apparition récente. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'en fait, mon patient, il présente des troubles seulement depuis quelques semaines, quelques mois au maximum. Et c'est là-dessus où vous devez penser à l'encéphalite auto-immune pour moi. Et puis après, il dit il faut qu'il y ait toute une série de choses, éventuellement l'un de ces éléments, donc éventuellement une anomalie du liquide céphalorachidien que je n'ai pas, une anomalie IRM que je n'ai pas, des troubles focaux inexpliqués que je n'ai pas réellement non plus. Donc effectivement, ce point-là, je suis moins à l'aise avec parce que mes examens ici sont normaux. Et puis il insiste sur le fait qu'il faut effectivement absolument exclure des diagnostics alternatifs avant de pouvoir considérer l'encéphalite auto-immune. En particulier une amyloïdose. Ça pourrait. Mais donc, voilà comment moi j'ai construit mon cluster.
mon pivot, c'est toujours l'encéphalite auto-immune. Et maintenant, je me suis servi de ce papier parce qu'il dit, ben voilà, quels sont les diagnostics alternatifs que vous devez avoir exclus pour poser le diagnostic. Ben, voilà, il y a toute une série de tables. Et donc, voilà, en fait, quand même, la maladie de Whipple se trouvait dedans. L'encéphalite herpétique, elle se trouve dedans parce qu'on est d'accord, c'est des tableaux très aigus, mais parfois les encéphalites NMDA évoluent très rapidement. Donc, on doit quand même considérer ce diagnostic alternatif. La maladie de Creutzfeldt-Jakob y est aussi. Et vous voyez, il y a aussi toute une série d'affections auto-immunes, le lupus, la sarcoïdose. On sait bien qu'elles peuvent avoir un tropisme pour le système nerveux central et en fait donner des tableaux psychiatriques, des tableaux de neurolupus complexes. Et donc, je dois aussi exclure ou envisager ces diagnostics-là. Et donc, voilà comment je construis effectivement mon cluster. Dans ma phase de test, j'ai cependant, moi, exclu tous ces diagnostics. L'encéphalite auto-immune, l'encéphalite herpétique est effectivement d'un pronostic très défavorable sans traitement. Ça va très vite, c'est très mauvais. Et donc, c'était clairement pas ça chez lui. La maladie de Whipple, en fait, ça donnait un tableau digestif évolutif, c'est-à-dire qu'au moment où vous pouvez ne pas en avoir, mais quand vous avez des troubles digestifs, progressivement, vous maigrissez, vous finissez par mourir si on ne trouve pas le diagnostic. Il y a très, très souvent des arthralgies. Moi, j'ai un patient chez qui on a effectivement considéré le diagnostic devant un tableau articulaire qui ne répond pas aux immunosuppresseurs. Donc, quand vous avez des tableaux articulaires qui vont, qui viennent, clairement, la maladie de Whipple doit en faire partie. Mais quasiment tout le temps, ces patients ont un syndrome inflammatoire. La CRP est quand même un bon élément. Le fait qu'ici, la CRP soit négative, clairement, c'est un élément puissant contre. Maladie de Creutzfeldt-Jakob, je ne le retiens pas non plus. Ça donne une démence rapidement progressive. La plupart des gens meurent en déant les 6 mois. Il n'y a aucun traitement disponible. Donc, théoriquement, ils devraient déjà être morts. Et puis, il y a des anomalies très sensibles à l'IRM, même dans les phases précoces. Donc, le fait que j'ai une IRM normale, je le mets de côté. Le lupus, ça ne va pas non plus. Il n'y a pas de fan, il n'y a aucun autre signe systémique. Un lupus sans fan, je pense qu'on peut raisonnablement l'éliminer. Alors, ce que je n'ai pas discuté, c'est ce tableau, je dirais neurologique, deuxième partie. Il y a une faiblesse musculaire et il a de grandes difficultés à monter les escaliers et il y a une rigidité musculaire, notamment axiale. Et je pense que tout ça est lié. Pour moi, il a une rigidité axiale et quand on a une rigidité axiale très importante, ça concerne généralement aussi la racine des membres. Et donc, je pense qu'effectivement, ce point-là, il est fondamental sur le plan neurologique. Suivant. Et donc, quand même, l'idée de mon syndrome de la personne raide, je trouve, est pas mal, parce qu'il y a cette rigidité axiale, donc lombaire, tronculaire. C'est tellement, ça correspond en fait à une stimulation persistante musculaire et souvent des muscles antagonistes. Et donc, la stimulation, elle est permanente, à tel point que les gens développent une telle rigidité qu'ils sont susceptibles de développer une hyperlordose lombaire ou cervicale, et puis effectivement une atteinte proximale de ces muscles. J'aurais voulu vous mettre des vidéos que j'ai trouvées de patients atteints du syndrome de la personne raide pour vous montrer ce qu'on appelle le Frankenstein's Gait. Ils ont vraiment une démarche très particulière, ils vont marcher comme ça à petits pas avec une démarche très précautionneuse, le tronc ne bouge absolument pas, ils ont difficile effectivement à lever les jambes et c'est vraiment très très impressionnant quand on voit ça. Ils ont aussi, et là-dessus, si vous allez sur YouTube, vous verrez des vidéos, ils ont des spasmes musculaires douloureux, typiquement déclenchés, ce qu'on appelle startle reflex. Si vous claquez dans les mains, ça provoque des spasmes et parfois le fait de les toucher va provoquer des spasmes qui sont parfois extrêmement douloureux. Et puis, c'est une maladie qui est associée à un anticorps, les anti-GAD65, exactement comme dans le diabète de type 1, dont d'ailleurs beaucoup de patients vont être affectés aussi. Ce qui ne va pas, c'est que c'est une progression lente qui dure généralement des années et puis qu'en fait, dans celui-là, il n'y a pas de troubles cognitifs. Donc, je n'explique pas l'entièreté du tableau, mais je me suis intéressé à ce syndrome de la personne raide pour ces raisons-là. Et donc, en lisant sur le syndrome de la personne raide, je suis tombé sur une entité que je ne connaissais pas et que vous ne connaissez peut-être pas non plus, qu'on appelle PERM, pour Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus. Donc, en fait, ce sont des syndromes de la personne raide plus.
ils sont raides, ils ont cette rigidité axiale, ces spasmes, ces myoclonies, mais en plus, ils ont généralement des atteintes du tronc cérébral. Bon, on ne peut pas dire que mon patient en présente, des troubles oculomoteurs, on ne peut pas dire non plus qu'on décrit des troubles oculomoteurs, ou des tableaux d'encéphalite de manière plus générale, et donc potentiellement des encéphalites limbiques, et puis on dit que c'est plus sévère, que c'est progressif, et c'est même parfois fatal. Et donc, on a d'abord décrit ces tableaux en association avec les anti-GAD65, et puis effectivement, on a découvert, et ça c'est de nouveau grâce aux anticorps anti-NMDAR, cette fois-ci on a découvert des anticorps anti-glycine récepteurs, qui sont effectivement plutôt de nouveau pas des anticorps intracellulaires, et en fait c'est devenu clairement les anticorps prépondérants. Donc quand vous pensez à PERM, vous devez penser aux anti-GAD65, mais en fait surtout aux anti-glycine récepteurs. Et vous voyez que dans cette série, et ça date de 2008, donc c'est encore plus récent, eh bien, ils avaient effectivement très souvent, dans 80% des cas dans l'évolution, des spasmes, une rigidité, un myoclonus, des myoclonies, et puis très souvent, avec la maladie progressant, des troubles neurologiques évolutifs. Alors, est-ce que Monsieur Perm, voilà, est-ce que Monsieur P peut avoir un tableau de Perm? Effectivement, il en a pas mal d'éléments. Hein, je reprends les éléments cliniques. Et puis ici, encore un clic. Mais comment est-ce que j'intègre ça avec cette perte de poids? Elle n'est clairement pas anodine. Je veux dire, il a perdu 30 kilos, il a eu de la diarrhée. Je ne peux pas faire l'impasse sur cet élément clinique super important. Et toujours grâce à Joseph Dalmau, de Perm, j'en viens à découvrir encore une nouvelle littérature. Ça, c'est vraiment le processus analytique qui parle. Et en fait, je découvre, ou plutôt je découvre que lui a découvert, lui et son équipe a découvert un anticorps qui est dirigé contre une sous-unité d'un canal potassique qu'on appelle KV4.2, qui est effectivement à la membrane cellulaire. Et vous voyez ici, ça, ce sont des cultures de neurones hippocampiques, et ils ont typiquement une affinité pour les neurones hippocampiques, donc c'est vraiment de la culture, c'est ex vivo, mais vous voyez très bien cette immunofluorescence assez magnifique sur ce neurone. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que sur l'image que vous voyez en dessous, ABC en bleu, c'est qu'en fait, il montre aussi que cet anticorps, il n'est pas seulement dirigé contre les neurones de l'hippocampe, mais aussi contre des neurones mi-entériques, c'est-à-dire des neurones qu'on va retrouver au niveau du plexus nerveux du tube digestif. Et c'est ce que vous voyez ici, on voit les corps cellulaires qui sont en rouge, et tout ce que vous voyez en vert, en fait, c'est l'immunofluorescence qu'il a pu mettre en évidence sur des coupes d'intestin de rat qui ont été traitées avec le sérum de patients réellement atteints de cette pathologie, et donc un tableau, globalement, les 4 premiers patients décrits étaient des patients qui présentaient un tableau d'encéphalite. Mais en fait, quand on y regarde dans ce tableau, ce sont globalement des hommes, plus souvent de 57 ans, et en fait, ils ont tous une perte de poids qui est effectivement très conséquente. Vous voyez que la moyenne, c'est une perte de poids, ou la médiane, c'est 20 kg, et ça va jusqu'à 53 kg. Je ne sais pas comment il est arrivé à perdre 53 kg, ça c'est très impressionnant. Tous les patients dans cette série en présentaient, et tous les patients avaient un tableau digestif avec des diarrhées qui précédaient généralement de 4 mois le développement du tableau neurologique. Et en fait, on explique ça par le fait que cet anticorps, en interagissant avec le canal potassique, en fait, ce canal potassique, ce qu'il a plutôt tendance à faire, c'est à freiner la propagation du potentiel d'action. Et donc, les anticorps qui interagissent directement avec ce canal font exactement l'inverse, et ça provoque effectivement un tableau d'hyperexcitabilité neuronale, c'est-à-dire qu'il y a une stimulation permanente.
Oui, tu peux. Et donc, effectivement, 9 sur les 9 patients avaient des troubles cognitifs et particulièrement des troubles mnésiques. Et il y avait ce tableau d'hyperexcitabilité neuronale, stiffness chez 4 patients sur 9, myoclonus, hyperréflexie et effectivement des troubles sensitifs. Tiens donc, peut-être les cuisses justement, avec certains, en tout cas un de ces patients présentait aussi un prurite. Et donc, j'en termine ici, c'est mon hypothèse. C'est effectivement cet anticorps, je ne vous l'ai pas dit pour maintenir le suspense jusqu'au bout, mais c'est l'anticorps anti-DPPX qui est effectivement cette sous-unité de ce canal potassique. Et donc, on parle de anti-DPPX encephalitis, toujours décrit par effectivement la même équipe. Et tu peux quand même avancer puisque j'essaye de faire coller le titre au titre mystère d'IPP. Le X, je ne l'explique pas, mais je trouve que les 3 premières, c'est déjà bien. Le X, c'est parce que ce qui suit après, c'est une question. Ah, ok. C'est d'IPP, pourquoi, blablabla. Ah, pourquoi, effectivement. X. A formé un X pour origine inconnue, ou une sorte de Bien. Et là, je vous montre juste le tableau. En fait, ce tableau que je vous ai montré au début, le DPPX était déjà dedans, donc en réalité, on l'avait sous les yeux. Il suffit aussi, dans la démarche analytique, d'aller regarder tous les tableaux cliniques, puisque vous les avez globalement là, mais c'est une démarche qu'on a rarement tendance à faire. Et dernière chose, c'est généralement pas associé à des cancers, mais quand c'est associé, c'est plutôt des lymphomes. J'ai vu en tout cas qu'un des cas de la série avait une LLC, donc peut-être que la LLC est effectivement l'association cancéreuse chez ce patient. Si c'est une hypothèse. OK. Bien, écoute. À défaut de la bonne réponse, c'est une belle discussion, Bruno. Ah. Écoute, si je peux partager mon expérience, en tant qu'interniste, on s'occupe, je ne sais pas vous, mais on s'occupe très rarement des encéphalites auto-immunes qui sont prises en charge par les neurologues et c'est probablement légitime. Mais je suis tombé sur une partie passionnante de la médecine et je pense que c'est ce qu'on dit, c'est que cette partie anticorps est en train d'exploser, on en découvre de nouveau chaque année et donc on va décrire de plus en plus de tableaux cliniques complexes qu'on n'arrivait pas à expliquer jusqu'à présent. Écoute, Mathieu, on a eu ce patient avec, finalement on a posé un diagnostic de maladie de Hodgkin et dont la présentation était une présentation neurologique, bon, pas comme celle-ci, mais qui évoquait très fortement une encéphalite auto-immune et qui avait répondu avec le traitement d'ailleurs. Et donc c'est au moment où il a commencé de nouveau à se redégrader du point de vue neurologique, on s'est dit, ben voilà, la maladie récidive. Et donc, il y avait là une bonne association entre les deux. Dominique, un petit commentaire J'ai une patiente qui était envoyée pour mise au point encéphalite et qui était à Hodgkin. En faisant le PET scan, ça a capté au niveau du cerveau et des ganglions. Oui, tu te souviens, on a eu ce patient ensemble. C'est pas très connu, mais... Non, je me souviens. Ouais. Et dans LLC? Non, ça, je n'ai jamais vu dans les leucémies lymphoïdes chroniques. Bon, ceci dit, c'est vrai que il n'y a pas tellement de cas décrits. Je pense qu'il y a une trentaine de cas, quelque chose comme ça. Mais donc, l'association en fait, avec les cancers, c'est plutôt non dans cette entité-là. En plus, compte tenu de la prévalence de la LLC, c'est difficile aussi à mettre une association, un lien de causalité entre les deux. Alors, M. Carga. Ces anticorps, comment on peut les mettre en évidence? Biopsie? Oui, on les met en évidence, généralement, c'est dans le liquide céphalorachidien. Ou alors, et généralement, ils font les deux, le sang et le liquide céphalorachidien. Donc, voilà. Et à vrai dire, je ne sais pas si l'anti-DPPX est dans le panel chez nous, je ne crois pas, je n'ai jamais vu en tout cas. Donc, écoute, quand on a alors, je pense que cette remarque-là, au plan pratique, est vraiment très importante. Mais voilà. Okay. Mais donc,
Donc, ouais, mais donc le point, et on a vu la masse d'anticorps qu'on peut maintenant doser. C'est la même chose quand on a une myopathie qu'on pense être d'origine immunitaire. Il faut voir qu'on met d'autres myosites, ce qu'il y a dans le d'autres myosites. Et donc, si on fait l'inventaire, on a eu encore le cas récemment, c'est dire, ah, mais zut, l'anticorps auquel je pense, il n'est pas dans le d'autres myosites, il faut l'envoyer ailleurs. Donc, une bonne adresse, c'est le Luxembourg, puisqu'il y a, je ne sais plus son nom en tête, là, qui depuis longtemps s'est lancé dans la recherche de toute une série d'anticorps. Donc, lui, il fait tout, et donc on le contacte, et puis alors Oui, et la on envoie. complexité, c'est de voir aussi la qualité des kits qui sont utilisés. Et la plupart du temps, il faut vraiment que ce soit validé, en particulier dans les myosites, il y a souvent des problèmes. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que Eric Stoupel est convaincu là, de ce diagnostic alternatif? Eric, est-ce que tu es encore parmi nous? Ah oui, il est là. Oui, donc je disais que toute une série de considérations dépassent totalement mon expertise. Donc j'étais frappé par quelque chose qu'on voit de temps en temps en cardiologie. Mais ici, Oui, évidemment, c'était un peu... Voilà, donc l'association sont des gens qui maigrissent beaucoup. Ce sont des gens qui ont de la fibrillation auriculaire, ce sont des gens qui ont des troubles neurologiques sous la forme de dysesthésie, de picotement dans les jambes. Tout ça, on voit. Évidemment, une des premières phrases, c'était ce patient est porteur d'une sténose aortique modérée et d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Voilà, ça m'avait fait tilt dans ma tête, mais je dois avouer que les autres considérations me paraissent tout à fait respectables. Et ce qui était plus embêtant, c'est un maigrissement de 20-30 kilos chez quelqu'un qui a une amyloïdose. Donc ça, oui, tout à fait. Ça on voit. Tout à fait. Maintenant, ce qui est un petit peu gênant avec ce diagnostic-là, c'est qu'on dit que c'est un dosage qui permet de faire le diagnostic. Et donc là, on est un petit peu coincé pour avoir un dosage suffisamment spécifique. Il y a moyen de doser les 5, je ne sais plus quoi. Oui, est-ce que c'est ça? Bon, le diagnostic se fait parfois par une biopsie myocardique, qui est un acte simple, percutané. Oui, ou une scintille ou technécier, si c'est une transthyrétine. Donc, voilà, j'aurais bien aimé voir l'écho, on ne le voit pas parce que donc, le myocarde a un aspect particulier. Si le myocarde lui-même est imprégné d'amyloïde, donc voilà, bon, je pense qu'il y avait toute une série, en tout cas, d'éléments dans cette histoire qui colle avec l'amyloïdose. Voilà. OK. Autre question, commentaire? Donc, on voudrait la solution maintenant. Oui, mais donc écoutez, vous aurez la solution le premier, donc vendredi, oui, ça sera vendredi 25, donc la première réunion d'avril, je vous donnerai la solution. OK, on ne va pas il faudra un peu patienter. Voilà. OK, merci en tout cas, très belle discussion, Bruno. Merci. C'est surtout ça qui compte. Hein. Bon, finalement, j'avais préparé un sondage, mais je ne parviens pas à retrouver où est le sondage ici. J'avais préparé un sondage avec les différentes questions qu'on pouvait se poser. Mais normalement, j'aurais dû avoir sondage quelque part, mais je ne vois pas. Ah. Non. Réaction, non. Non, bon. Tant pis pour le sondage. Mais dans le sondage, il y avait effectivement une des propositions, mais il y en avait d'autres. Hein. Une des propositions, c'est de doser quelque chose dans l'épiscéphale rachidia. Donc, c'est peut-être quand même quelque chose, oui. C'est peut-être quand même la bonne réponse, oui. Mathieu, tu avais fait la même proposition assez rapidement, non, toi? C'était de l'intuitif ou de l'analytique?
J'étais persuadé qu'il avait un truc paranéoplasique parce que le tableau était dominé par quelque chose de neurologique et d'assez brutal, comme l'a dit Bruno, et très protéinomorphe. C'était plein d'atteintes neurologiques différentes. Et donc, j'avais vite été revoir les syndromes paranéoplasiques possibles. Et dans un tableau un peu similaire à celui que Bruno a montré, on trouvait ça, dont la description clinique colle parfaitement. Ouais. OK. Je me souviens d'ailleurs d'avoir eu un cas aussi avec des antigates, parce qu'on peut avoir on a aussi des tableaux à la fois avec des antigates, enfin, on peut avoir éventuellement 2 anticorps également. Hein. Ouais, je me souviens d'un tableau comme ça aussi, où ouais. on avait recherché ce type d'anticorps, on n'avait pas trouvé. Bon, OK, très bien. Eh bien, donc, pour la réponse, rendez-vous dans 2 semaines. Merci encore, Bruno. Merci à tous les intervenants. Merci, Eric, pour ta participation et à la semaine prochaine.